Un millionnaire entre dans une boulangerie modeste et une fillette mal nourrie l'appelle papa devant tout le monde. Il rit jusqu'à ce qu'il voie le collier autour de son cou. Il était identique à celui qu'il avait offert à son ex-petite amie disparue. Julien Morel, quinquagénaire élégant aux cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, marchait d'un pas mesuré dans les ruelles pavées du vieux Lyon. Ce matin-là, sans chauffeur, sans téléphone à la main, il s'était offert une parenthèse loin des gratte-ciel de son empire technologique. C'était une matinée douce de fin d'automne et le soleil filtrait doucement à travers les branches effeuillées des platanes, projetant des ombres dansantes sur les trottoirs anciens. Il respirait l'air frais avec une lenteur presque méditative, comme pour en absorber la texture, les odeurs familières de sa jeunesse. Cela faisait des années qu'il n'avait pas pris le temps de se promener ainsi, sans agenda, sans conférence à préparer, sans contrat à signer. Ce matin était à lui, rien qu'à lui. Il avait grandi dans un quartier voisin, dans un modeste appartement qu'il partageait avec sa mère couturière et son frère cadet. À cette époque, il venait souvent ici acheter des croissants le dimanche matin. Tout avait changé depuis. Il était devenu l'un des hommes les plus influents de France, dans le secteur des logiciels de cybersécurité, vivant entre Paris, Singapour et San Francisco. Mais malgré ses réussites, Julien sentait une forme d'incomplétude persistante en lui, une mélancolie silencieuse que ni les chiffres des bilans ni les applaudissements des conférences ne pouvaient effacer. Ce matin, cette nostalgie avait guidé ses pas. Alors qu'il s'arrêtait au coin d'une petite place, son regard fut attiré par une vitrine modeste, à la peinture écaillée et aux lettres anciennes, boulangerie de la Fontaine. Il ne la reconnut pas immédiatement, mais quelque chose dans l'odeur du pain chaud, dans la manière dont la lumière frappait la façade, éveilla un souvenir. Julien entra presque sans y penser, poussé par une impulsion étrange. Un tintement discret annonça son entrée. À l'intérieur, l'espace était étroit, mais accueillant. Les murs crème étaient décorés de photographies anciennes en noir et blanc. Une femme d'un certain âge, au tablier impeccable, le salua avec un sourire sincère. Il répondit par un simple hochement de tête, puis se dirigea vers le comptoir. Il commanda un café noir et un croissant au beurre et s'installa à une petite table près de la fenêtre. Tandis qu'il attendait, son regard se perdit dehors, observant les passants, les écoliers pressés, les commerçants ouvrant leurs boutiques. L'odeur du café fraîchement moulu et du pain doré l'enveloppait, le ramenant à une époque où les choses semblaient plus simples. Il sortit un carnet de cuir de sa poche intérieure, y griffonna quelques mots, des idées pour un discours qu'il devait donner la semaine suivante, mais rapidement il laissa tomber. L'instant ne se prêtait pas au travail. Il voulait ressentir, pas produire. La serveuse revint avec sa commande. Le croissant était parfaitement doré, encore tiède, et le café fumait doucement dans la tasse blanche. Julien la remercia poliment, puis goûta une bouchée du croissant. Il ferma les yeux une seconde, surpris par l'intensité de la saveur. Ce n'était pas un produit industriel ni une version raffinée à la mode parisienne. C'était du vrai, du simple, du sincère. Chaque miette semblait chargée d'histoire. Il sourit. Cela faisait longtemps qu'un simple aliment ne l'avait pas autant ému. Il n'y avait pas grand monde dans la boulangerie ce matin-là. Une mère avec son fils, un facteur lisant un journal local, une jeune femme d'une vingtaine d'années au téléphone. L'ambiance était tranquille, ponctuée seulement par le bruissement des tasses, les murmures et le craquement du pain frais. Julien s'apprêtait à terminer son café lorsqu'un mouvement discret dans le coin de son champ de vision attira son attention. Une petite silhouette venait de franchir la porte. Elle n'avait pas plus de 6 ou 7 ans. Sa robe trop grande et ses chaussures usées contrastaient avec la propreté du lieu. Ses cheveux bruns emmêlés étaient tirés en une queue de cheval maladroite. Mais ce qui frappa Julien, c'étaient ses yeux, grands, curieux et d'une intensité inhabituelle. La fillette s'avança lentement dans la boulangerie, ses mains enfoncées dans les poches d'un manteau trop fin pour la saison. Elle s'arrêta au milieu de la pièce, balayant du regard les clients avant de fixer Julien. Elle le regarda longuement, avec une intensité troublante, comme si elle cherchait à reconnaître quelque chose en lui. Julien fronça légèrement les sourcils, surpris. Elle fit un pas vers lui, puis un autre. Un silence subtil s'installa autour d'eux, comme si le temps retenait son souffle. Elle s'arrêta à 1 mètre de sa table. Puis, dans un murmure presque inaudible mais chargé d'émotion, elle dit « Papa ?» Julien cligna des yeux. Le mot flotta un instant dans l'air, irréel. La serveuse s'arrêta en pleine marche.
La jeune femme au téléphone baissa lentement son appareil. Le facteur plia son journal. Un silence plus dense encore tomba sur la boulangerie. Julien resta figé, un mélange de surprise et d'incrédulité sur le visage. Puis, sans comprendre pourquoi, un petit rire nerveux lui échappa. Pas moqueur, mais de ceux qu'on lâche quand l'absurde nous prend au dépourvu. Il regarda autour de lui, espérant peut-être que quelqu'un viendrait expliquer la situation. Mais personne ne bougea. La fillette, elle, ne riait pas. Elle baissa les yeux un instant, puis releva lentement la tête. Ses doigts fins glissèrent sous le col de son manteau et elle tira quelque chose à la lumière. Julien sentit son cœur manquer un battement. Là, suspendu à une fine chaîne d'argent ternie par le temps, brillait un petit pendentif en forme de goutte. Une perle blanche cerclée d'un anneau gravé. Il le reconnut instantanément. C'était le même modèle, la même pièce, identique à celui qu'il avait offert 7 ans plus tôt à Camille, la seule femme qu'il ait jamais aimée, celle qui avait disparu sans laisser de traces. Le rire s'éteignit aussitôt sur ses lèvres. Son regard passa du collier au visage de la fillette. Une intuition brutale lui traversa l'esprit. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une simple erreur d'enfant. Il y avait quelque chose de vrai, de profond, de dérangeant dans cette scène. Les murs de la boulangerie semblaient soudain se rapprocher. Le décor se floutait. Julien se sentit happé dans une autre réalité, celle des souvenirs douloureux, des questions jamais résolues, des absences jamais expliquées. Il posa lentement sa tasse. Son regard ne quittait plus le collier. La fillette, elle, ne bougeait pas. Un frisson parcourut Julien. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelque chose d'important venait de se produire, et il ne pouvait pas l'ignorer. Julien était resté là, figé sur sa chaise, tandis que le silence suspendait la vie dans la boulangerie. La fillette continuait à le fixer sans ciller, debout devant lui, tenant toujours le pendentif entre ses doigts. Son regard ne montrait ni peur, ni hésitation. Il y avait en elle une étrange tranquillité, presque une résignation, comme si cette rencontre n'était pas un hasard, mais une étape attendue depuis longtemps. Julien, lui, sentait une tension sourde lui nouer la gorge. Il voulait parler, poser une question, n'importe laquelle, mais aucun mot ne franchissait ses lèvres. Tout son corps était comme en apnée. Finalement, ce fut la boulangère qui brisa le silence. Elle s'approcha doucement, comme pour ne pas effrayer l'enfant, et posa une main légère sur son épaule. Elle la regarda avec une douceur maternelle, puis lança un regard interrogatif vers Julien. Il se leva lentement, tiré hors de sa torpeur, et fit un pas vers la petite. Il ne savait toujours pas quoi dire. Il avait ri, oui, mais ce n'était pas un rire de joie. C'était un réflexe, une fuite nerveuse face à quelque chose de trop grand, de trop déroutant. Maintenant, il ne riait plus. Il était pleinement présent. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il enfin, sa voix plus grave que d'habitude, presque rauque. La fillette sembla hésiter, puis elle répondit d'une voix douce mais ferme « Eléa », un nom simple, presque éthéré. Julien le répéta mentalement, comme pour l'ancrer en lui. Eléa. Il n'avait jamais entendu Camille parler d'un tel prénom. Et pourtant, ce visage, ces yeux, cette expression, quelque chose en elle évoquait une silhouette enfouie dans sa mémoire. Il n'aurait su dire quoi exactement, mais une intuition naissante le travaillait. Il s'agenouilla devant elle pour être à sa hauteur. Il détailla les traits du visage d'Eléa avec une attention fébrile. Les pommettes saillantes, les yeux légèrement en amande, la forme fine de la bouche. Des détails discrets mais troublants. Elle ne ressemblait pas à un enfant ordinaire, du moins pas pour lui. Et surtout, ce pendentif, ce bijou unique qu'il avait fait faire sur mesure à l'époque. Il se souvint du jour où il l'avait offert à Camille, un soir d'hiver dans un petit restaurant de montagne. Elle avait pleuré, serrant le collier contre sa poitrine, lui promettant qu'elle ne le quitterait jamais. Moins d'1 an plus tard, elle avait disparu, sans explication, sans un mot. Julien se redressa lentement. Il regarda autour de lui, sentant les regards discrets des autres clients. Il n'était pas un inconnu à Lyon. Quelques-uns ici savaient qui il était. Il n'avait pas envie de devenir le centre d'une scène publique. Il prit une décision rapide. Il se tourna vers la boulangère. « Cet enfant, elle vient ici souvent ?» La femme hocha la tête avec précaution. « Elle entre parfois le matin. On lui donne un peu de pain, un chocolat chaud quand on peut. Elle ne parle pas beaucoup. On sait juste qu'elle vit pas loin,
avec une vieille dame. Elle a de la famille? Je crois que non. Juste cette dame, Colette, une ancienne institutrice. C'est elle qui l'a recueillie d'après ce qu'on raconte. Mais personne ne sait d'où vient la petite. Elle est apparue un jour, il y a quelques années. Julien regarda à nouveau Eléa. Elle s'était rapprochée du comptoir et observait maintenant les pâtisseries derrière la vitre. Elle semblait affamée mais ne demandait rien. Il s'avança lentement, prit un pain au chocolat et le lui tendit. Elle le regarda puis saisit la viennoiserie avec précaution. Un sourire timide effleura ses lèvres. Julien sentit son cœur se serrer. Ce sourire fragile était comme une fissure dans un mur de pierre, un mur qu'il n'avait jamais su franchir depuis la disparition de Camille. « Tu veux manger avec moi ?» demanda-t-il. Eléa hésita. Puis, elle hocha la tête. Ils s'assirent de nouveau à la même table. Julien commanda un autre chocolat chaud. Pendant qu'elle mangeait avec application, il l'observait, fasciné. Chaque mouvement, chaque regard, chaque geste lui semblait porteur de signaux. Il ne savait pas encore où cela mènerait, mais il sentait que rien ne serait plus comme avant. Cette rencontre n'était pas un hasard, c'était un appel. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Eléa restait concentrée sur son petit déjeuner, mangeant avec la lenteur d'une enfant qui veut faire durer le plaisir. Julien, de son côté, pensait à Camille. Il revoyait son visage, ses éclats de rire, les discussions qu'ils avaient partagées jusqu'au petit matin. Leur rupture n'avait jamais eu lieu. Elle avait simplement disparu. Un jour, elle n'avait plus répondu à ses appels. Son appartement était vide, ses affaires toujours là, mais elle, absente. La police avait d'abord supposé une fuite volontaire. Puis, faute de preuves, l'enquête avait été classée. Julien, lui, n'avait jamais cessé de chercher. Mais avec le temps, la douleur était devenue silence. Maintenant, ce silence se fissurait. Quand Eléa eut terminé, elle s'essuya les doigts avec la serviette en papier qu'on lui avait donnée. Julien la regarda, puis sortit une carte de visite de sa poche. « Tu peux donner ça à Colette? Dis-lui que j'aimerais lui parler, que c'est important. » Eléa prit la carte sans poser de questions. Elle la glissa dans la poche de son manteau et hocha la tête. Julien paya l'addition puis se leva. Il la regarda une dernière fois avant de sortir. Une partie de lui voulait la prendre dans ses bras, poser 1000 questions, la protéger immédiatement. Mais il savait que ce n'était pas ainsi que les choses devaient se faire. Dehors, l'air avait fraîchi. Julien marcha lentement jusqu'à sa voiture, garée quelques rues plus loin. Le pendentif continuait de tourner en boucle dans son esprit. Il n'existait qu'un seul exemplaire. Il en était certain. Ce collier, il l'avait fait créer par un artisan en Suisse. Il n'y avait pas de duplicata. Alors comment était-il parvenu entre les mains de cet enfant? Comment pouvait-elle le posséder, sinon par Camille? Dans la voiture, Julien resta un long moment sans démarrer. Les mains posées sur le volant, il regardait la foule passer comme s'il cherchait dans chaque visage une vérité cachée. Il savait que cette journée, pourtant commencée comme un simple retour aux sources, venait de basculer dans quelque chose de bien plus vaste. Il ne savait pas encore où cette histoire le mènerait, mais une chose était certaine, il n'abandonnerait pas. Pas cette fois. Julien ne dormit presque pas cette nuit-là. Il resta des heures étendu sur le canapé de son appartement à la Croix-Rousse, les yeux fixés au plafond, revivant la scène de la boulangerie encore et encore, cherchant dans chaque détail une confirmation, une réponse, une explication logique. Mais aucune ne venait. Le visage d'Eléa s'imposait à lui avec une clarté déroutante, accompagnée du poids d'un doute qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce collier, il l'avait commandé personnellement. Il se rappelait la boutique de Genève, les heures passées à discuter avec l'artisan, les modifications demandées pour qu'il soit unique, la perle, le cerclage argenté, les initiales gravées à l'intérieur de l'anneau, C et J entrelacés de façon presque invisible. Une fois terminé, il l'avait offert à Camille comme promesse de leur avenir ensemble. Il l'avait vu à son cou la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Et voilà qu'il réapparaissait, des années plus tard, au cou d'une enfant qu'il appelait papa. Le matin venu, Julien se leva avec une résolution inhabituelle. Il enfila un manteau sobre, glissa quelques documents dans sa sacoche et quitta son appartement sans prendre de petit déjeuner. Il savait ce qu'il devait faire. Il retourna à la boulangerie, bien avant l'heure habituelle d'ouverture, espérant revoir Eléa ou la fameuse Colette. En arrivant sur place, la rue était encore calme. Il s'installa sur le banc en pierre face à la vitrine, les mains jointes entre ses genoux, attendant que la journée commence.
Lorsque les premiers volets commencèrent à s'ouvrir dans le quartier, Julien se leva et entra à nouveau dans la boulangerie. La même serveuse que la veille le reconnut immédiatement et lui adressa un sourire poli, teinté de curiosité. Il commanda la même chose, un café noir et un croissant, mais cette fois, il resta debout, regardant régulièrement vers l'entrée. Une demi-heure passa, puis enfin il la vit. Eléa entra en trottinant seule cette fois, emmitouflée dans le même manteau trop fin. Dès qu'elle le vit, elle s'arrêta net, le fixant un instant. Julien s'accroupit légèrement, pour lui montrer qu'il n'était pas un danger. Elle s'approcha prudemment, sans mots. « Bonjour Eléa, tu te souviens de moi ?» Elle hocha la tête lentement. Julien prit alors la parole avec plus de douceur encore. « Est-ce que tu portes encore ton collier ?» Eléa ne répondit pas, mais elle glissa timidement ses doigts sous son écharpe et fit ressortir le pendentif. Julien sentit son souffle se couper. Il s'approcha, demanda la permission d'y jeter un coup d'œil. Elle le lui tendit, sans peur. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il observait de plus près l'objet. C'était bien lui. La gravure était là, discrète mais intacte. C et J, entrelacés avec une finesse qu'aucune reproduction n'aurait pu imiter. C'était exactement celui qu'il avait confié à Camille. Aucun doute n'était plus possible. Julien le rendit à Eléa, le cœur battant. Il resta un moment à la regarder, incapable de dire ce qu'il ressentait vraiment. De la stupeur, sans aucun doute, mais aussi une forme de terreur, celle d'être face à une vérité qu'il avait cru enterrer. Il lui offrit un nouveau pain au chocolat, qu'elle accepta avec un sourire timide. Une fois assise, il tenta d'en apprendre davantage. « Colette, la dame avec qui tu vis, elle t'a parlé de ta maman ?» Eléa baissa les yeux. Elle remua légèrement sur sa chaise, mal à l'aise. « Elle dit que ma maman était malade, qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne pouvait pas rester. Tu te souviens d'elle ?»« Un peu. Elle sentait bon la lavande, et elle me chantait des chansons douces. » Julien sentit une chaleur étrange monter en lui. Camille adorait les huiles essentielles de lavande. Il lui en avait offert un flacon un jour, après une longue journée de randonnée. Et les chansons douces, elle en connaissait des dizaines. Elle les chantait tout le temps, même sans raison. Ce que venait de dire Eléa ne pouvait pas être inventé. Tout en elle, dans ses gestes, ses expressions, semblait faire écho à Camille. Mais ce n'était pas suffisant. Il devait comprendre comment ce bijou s'était retrouvé là, comment une enfant pouvait porter le collier d'une femme disparue. « Colette est chez vous maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Oui, elle lit le journal le matin, elle m'a dit de ne pas parler aux inconnus. Mais toi, je crois que tu n'es pas vraiment un inconnu. » Julien sourit malgré lui. La lucidité d'Eléa, sa douceur, sa manière de percevoir les choses, tout cela confirmait une sensation profonde. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Il la remercia, lui dit qu'il allait bientôt venir rendre visite à Colette. Eléa acquiesça, puis quitta la boulangerie comme elle était venue, discrètement, sans bruit. Une fois seul, Julien prit une décision. Il passa plusieurs appels dans l'heure qui suivit. Il contacta un ancien collègue de la gendarmerie avec qui il avait gardé de bons rapports. Il demanda de l'aide pour obtenir certains accès, notamment à des dossiers anciens liés à la disparition de Camille. Il fouilla dans ses archives personnelles, ressortit de vieux emails, des lettres, des photographies. Il voulait tout revoir, chaque détail, chaque zone d'ombre. Mais plus que tout, il voulait comprendre comment Camille avait pu disparaître, comment une enfant pouvait aujourd'hui porter ce collier, et pourquoi cette fillette l'avait instinctivement appelé « papa ». Les questions s'amoncelaient dans son esprit. Il pensait à Camille enceinte, à l'époque où il partait souvent en déplacement. Et s'il ne l'avait jamais su? Et si elle avait voulu lui dire? Et si quelqu'un l'en avait empêché? Le doute devenait insupportable. Il se rappela alors d'un carnet que Camille tenait toujours sur elle. Elle y écrivait chaque jour, parfois même plusieurs fois. Il avait tenté, après sa disparition, de le retrouver, en vain. Peut-être que Colette savait quelque chose. Peut-être qu'elle possédait encore certains objets. Julien se leva d'un bond, l'esprit désormais habité par une nouvelle urgence. Il n'était plus question de coïncidence. Il fallait savoir, découvrir, creuser. Il devait retrouver la trace de Camille, suivre le fil jusqu'au bout où qu'il mène. Et si cet enfant était bien sa fille, alors rien, absolument rien, ne pourrait le détourner de sa quête. Le jour suivant, dès les premières lueurs du matin, Julien Morel sortit de chez lui avec une détermination silencieuse. La nuit n'avait été qu'un entrelac de pensées obsédantes. Le visage d'Eléa, ses grands yeux d'enfant abandonnés, le poids de ce collier à jamais gravé dans sa mémoire.
Rien ne s'était apaisé. Chaque minute écoulée renforçait cette certitude qui s'incrustait en lui. Cette fillette ne pouvait pas être une inconnue. Il y avait en elle une part de Camille, une part de lui aussi, qu'il reconnaissait sans pouvoir encore la nommer pleinement. Il devait en avoir le cœur net. Il ne pouvait plus se permettre de tourner le dos à ces indices. Julien retourna à la boulangerie, non plus pour attendre une rencontre hasardeuse, mais pour poser des questions précises. Il savait que parfois, les détails les plus anodins étaient les clés des plus grandes révélations. En entrant, il salua d'un simple signe de tête la boulangère, qui semblait l'attendre. Avant même qu'il ne formule sa demande, elle lui tendit un petit bout de papier avec une adresse griffonnée dessus. « C'est là qu'elle vit », dit-elle doucement, « avec Colette, mais allez-y doucement. Elle n'aime pas les intrusions, elle est méfiante et on ne peut pas lui en vouloir. » Julien la remercia sincèrement. Ce petit geste allait peut-être changer sa vie. Il marcha jusque dans le quartier populaire du bas des pentes, une zone ancienne, parfois décrépite, mais vivante, où les appartements modestes racontaient des histoires invisibles. L'immeuble était simple, aux murs écaillés, au balcon en fer forgé un peu rouillé. Il monta les marches lentement, sentant l'émotion croître à mesure qu'il approchait de la porte indiquée. Il frappa doucement. Un silence. Puis des pas lents sur le parquet. La porte s'ouvrit sur une femme âgée au dos voûté, aux yeux vifs malgré les années. Elle portait un cardigan gris, usé mais propre. Lorsqu'elle vit Julien, ses sourcils se froncèrent. « Vous êtes l'homme de la boulangerie », dit-elle sans détour. « Oui, Julien Morel. Je voudrais vous parler, si vous le permettez. » Elle le détailla quelques secondes encore, puis ouvrit un peu plus la porte. « Entrez, mais pas de promesses. Je n'aime pas les grands discours. » L'appartement était modeste, proprement tenu, rempli de livres et de vieilles photos au cadre désuet. Une odeur de thé infusé flottait dans l'air. Julien s'assit sur une chaise près de la fenêtre, les mains posées sur ses genoux. Colette servit 2 tasses sans poser de questions. Puis elle s'installa face à lui, le regard fixe. « Alors, commençons par le début, » dit-elle. Julien inspira profondément. Il lui parla de Camille, de leur histoire, de son départ inexpliqué, de l'enquête, de l'absence totale de traces. Il évoqua le collier, la fillette à la boulangerie, le choc de la reconnaître, le nom Eléa, ce prénom qui semblait flotter entre passé et présent. Colette l'écoutait sans interrompre, ses mains entourant sa tasse comme un bouclier. Lorsqu'il eut terminé, un silence s'installa, dense. « Je l'ai trouvée un matin, il y a 6 ans, devant la gare de Perrache, seule, enroulée dans une couverture, un sac plastique à côté. Elle devait avoir 1 an, peut-être un peu plus. Il n'y avait aucun papier, aucun mot. Juste ce collier autour du cou. Et vous n'avez jamais tenté de retrouver ses parents? » « Bien sûr que si. J'ai alerté la police, les services sociaux, mais il n'y avait rien, aucun signalement correspondant. On m'a dit qu'elle avait peut-être été abandonnée par une mère toxicomane, qu'il valait mieux ne pas trop creuser, mais moi, je l'ai gardée. Je ne pouvais pas la laisser disparaître dans le système. J'étais retraité, seul, j'avais du temps, et ce bébé, elle était si calme, si fragile. J'ai fait ce que j'ai pu. » Julien sentit un poids immense s'abattre sur lui. Tout ce qu'il venait d'entendre confirmait ce qu'il redoutait. Camille avait bel et bien eu une enfant. Elle l'avait laissée avec ce collier comme seul lien, et elle avait disparu. Il tenta de poser la question qui le hantait. « Vous n'avez jamais su qui était la mère ?»« Jamais. » Mais Colette se leva, marcha jusqu'à une petite commode près de la fenêtre. Elle ouvrit un tiroir, en sortit une boîte en fer rouillé. Elle la posa devant Julien et l'ouvrit. À l'intérieur, quelques objets, une chaussette de bébé, un bracelet d'hôpital coupé, un vieux doudou et une photo. Julien la prit entre ses doigts. Une photo floue, mais indéniable. Camille y figurait, tenant un bébé dans ses bras. Elle semblait fatiguée, mais souriante. Derrière elle, un décor modeste, probablement une chambre d'accueil ou un refuge. Cette photo était dans le sac plastique. Je ne l'ai jamais montrée à personne. Julien resta sans voix. C'était bien elle, Camille, vivante, avec un nourrisson. Son regard se posa ensuite sur le bracelet. Il était partiellement effacé, mais on pouvait encore lire « Clémence », suivi d'une date. Ce n'était pas Eléa. Ou alors, un deuxième prénom ? « Clémence » demanda-t-il. Je me suis demandé si c'était le nom de la mère ou celui de l'enfant. Mais Eléa, c'est le nom qu'elle connaît. Elle l'a toujours eu. Julien se leva, ébranlé. Il regardait encore la photo.
Ce cliché, simple, humble, était une preuve plus forte que tous les discours. Camille avait mis au monde une fille. Il n'en avait jamais su un mot. Et maintenant, cet enfant était là, sous ses yeux, abandonnée une seconde fois, mais vivante. Il regarda Colette, profondément reconnaissant. « Merci pour ce que vous avez fait pour elle. »« Je ne l'ai pas fait pour remercier qui que ce soit, » répondit-elle. « Mais maintenant, si vous êtes réellement son père, alors vous avez des devoirs. Vous ne pouvez pas juste passer, la troubler et disparaître. Elle commence à poser des questions, à chercher. Elle mérite des réponses. » Julien hocha la tête. Il le savait mieux que quiconque. Rien ne serait plus jamais comme avant. Mais il était prêt. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir une direction et un nom à prononcer. Eléa. Sa fille, le doute s'effaçait lentement. La vérité, elle, se frayait un chemin. Le lendemain matin, un froid sec balayait les rues de Lyon, et Julien, emmitouflé dans un long manteau de laine noire, marchait à nouveau en direction de l'immeuble modeste où vivait Colette. Depuis leur échange intense de la veille, une urgence le rongeait de l'intérieur. Chaque minute qui passait semblait voler une partie du temps qu'il aurait pu passer avec Eléa, si seulement il avait su, si seulement Camille avait pu lui dire. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas se précipiter. Il devait comprendre d'abord, tout comprendre. Et pour cela, il devait aller plus loin dans la mémoire de Camille, dans ce qui restait d'elle à travers les yeux des autres, les objets, les mots oubliés, les traces qu'elle avait laissées derrière elle. Colette l'accueillit cette fois sans surprise. Elle n'était pas chaleureuse, mais pas hostile non plus. Elle avait simplement cette manière de se tenir droite, comme si elle portait le poids de trop de vérités silencieuses. Julien entra dans l'appartement, salua Eléa qui dessinait en silence à la table de la cuisine, puis s'assit là où il s'était déjà installé. Colette posa une tasse de thé devant lui, puis s'assit à son tour, mains croisées sur ses genoux. « Je vous ai amené quelque chose », dit Julien en sortant de sa sacoche une enveloppe rigide. « C'est un double de la déclaration de disparition que j'ai faite à l'époque, avec des photos de Camille, des lettres qu'elle m'avait envoyées. Peut-être qu'en les voyant, vous vous souviendrez d'un détail, d'un nom, d'un lieu. » Colette prit l'enveloppe, l'ouvrit lentement. Elle sortit d'abord les photographies. Sur l'une d'elles, Camille souriait, accoudée à une rambarde de terrasse, le vent dans les cheveux. Sur une autre, elle se tenait dans une cuisine, vêtue d'un tablier taché de farine. Un instant, Colette sembla suspendue dans le temps. Elle observa les images longuement, les yeux plissés, comme si elle tentait de remonter le fil de sa propre mémoire. « Cette photo-là », murmura-t-elle en désignant celle de la cuisine. « J'ai vu cet endroit. Ce n'est pas chez elle. C'est une maison en périphérie, je crois. Une vieille dame la tenait, un genre de refuge. On y envoyait parfois des femmes enceintes en situation difficile. J'y ai été bénévole, il y a très longtemps. » Julien se redressa, les sens en éveil. « Vous souvenez-vous du nom de cette maison ? La maison des Cèdres, à Sainte-Foy-lès-Lyon. Elle a fermé il y a des années, mais peut-être qu'il reste des archives. » Julien nota le nom dans son carnet. Ce détail pouvait être décisif. Il enchaîna avec les lettres. Colette les parcourut, silencieuse. Elle s'arrêta sur l'une d'elles, écrite à la main, avec une écriture penchée. Elle parlait souvent de ses peurs, dit-elle lentement. D'un homme, pas vous, quelqu'un d'autre. Elle ne nommait jamais, mais elle écrivait qu'elle se sentait suivie, qu'elle avait peur qu'il lui fasse du mal si elle ne disparaissait pas. Ça ne m'avait pas frappé à l'époque, mais maintenant. Julien sentit une froideur dans son dos. Il reprit doucement la lettre. Il lut les mots de Camille, leur simplicité désarmante, leur urgence. Elle parlait d'une décision à prendre, d'un éloignement nécessaire, d'une grossesse qu'elle n'avait osé révéler à personne. Elle écrivait « Je t'aime, Julien, mais je ne peux pas te mettre en danger. Il m'a trouvé une fois, il le refera. Je dois protéger ce que je porte. » Il relut la phrase plusieurs fois. Le choc de ces mots résonnait comme un coup de tonnerre dans son esprit. Elle était enceinte. Elle l'aimait encore. Mais elle avait fui pour protéger leur enfant. Et elle avait vécu cela seule. « Vous avez vu quelqu'un d'autre rôder autour d'elle » demanda-t-il à Colette. « Non, mais j'ai reçu une fois un appel étrange, bien après avoir trouvé Eléa. Une voix d'homme. Il voulait savoir si j'avais la gamine avec le collier. Je n'ai rien répondu et j'ai raccroché. Je n'ai jamais su comment il avait eu mon numéro. » Julien nota cette information avec une tension grandissante. Tout cela devenait plus sombre que prévu. Il n'était plus simplement question de retrouvailles.
Il y avait eu une menace, un danger réel, et cette disparition n'était pas une fuite volontaire, mais une action désespérée pour survivre. Camille avait disparu parce qu'elle n'avait pas eu le choix. Dans les jours qui suivirent, Julien se rendit à Sainte-Foy-les-Lyons. Il trouva l'emplacement de la Maison des Cèdres. Le bâtiment, aujourd'hui vide, était à vendre. Grâce à l'aide d'un ancien agent immobilier du quartier, il retrouva le nom de la responsable à l'époque, une certaine Madame Desmoulins. Elle vivait encore dans une maison de retraite près du parc de la Tête d'Or. Julien alla la voir. La vieille femme aux cheveux blancs tirés en chignon fut d'abord réticente. Mais lorsqu'il prononça le nom de Camille, et surtout celui d'Eléa, son visage changea. Elle se souvenait d'une jeune femme effacée, douce mais constamment inquiète. Elle était arrivée enceinte, avait refusé de donner le nom du père et avait insisté pour accoucher loin de Lyon. Après la naissance, elle était restée quelques semaines, puis un jour elle était partie, sans prévenir. Elle parlait parfois d'un homme, confia la vieille dame. Elle disait qu'il avait les moyens de la retrouver, mais qu'elle espérait qu'il ne chercherait pas là. Elle semblait croire qu'il la suivait. Julien serra les poings. Chaque témoignage confirmait ce qu'il redoutait. Camille n'avait pas fui par caprice. Elle s'était cachée. Il demanda s'il restait des documents, des registres, quoi que ce soit. Après quelques jours de recherche, une copie de dossier fut retrouvée dans une annexe administrative. Il y trouva une photo d'identité de Camille, enceinte, un rapport médical et une fiche de sortie où figurait une adresse temporaire, non loin de la gare de Perrache. C'était là, sans doute, qu'elle avait laissé Eléa, seule, enveloppée dans une couverture, avec ce collier pour tout héritage. Julien revint à Lyon, bouleversé. Il n'en parla pas encore à Eléa. Elle était trop jeune, trop fragile. Mais il comprenait maintenant. Camille avait tout fait pour protéger leur fille. Elle avait été seule dans cette bataille, et aujourd'hui, il lui revenait de prendre la relève. Il n'était plus question de doute. Il ne savait pas encore comment le prouver légalement, mais dans son cœur, il n'y avait plus d'ambiguïté. Eléa était sa fille, et rien, désormais, ne l'empêcherait de lui rendre justice. Julien ne pouvait plus faire marche arrière. Chaque pièce du puzzle, chaque mot de Camille retrouvé dans ses lettres, chaque photo ancienne ou témoignage arraché à l'oubli, confirmait une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Camille avait disparu pour protéger leur fille, et Eléa, cet enfant au regard grave, était le fruit de leur amour passé, marqué par le silence et la peur. Mais une zone restait encore dans l'ombre, celle du père de Camille, un homme que Julien n'avait plus vu depuis des années, depuis la disparition dramatique de sa fille. Leur dernier échange avait été froid, brutal, empli de reproches non dits et de colère contenue. Julien n'avait jamais oublié son regard ce jour-là, un mélange de douleur et de suspicion. Mais maintenant, il n'avait plus le luxe de rester dans l'ignorance. Il devait retourner voir cet homme. Le père de Camille, Augustin Leroux, vivait toujours à la même adresse, une maison de plain-pied dans un petit village à 1 heure de route de Lyon. Ancien professeur de philosophie à la retraite, Augustin était un homme rigide, épris de logique, et peu enclin aux effusions émotionnelles. Julien se souvenait de ses longues phrases, de ses silences plus tranchants que certains cris, et surtout de son immense amour pour Camille, qu'il dissimulait sous une carapace de principe. Il avait été brisé par la disparition de sa fille, mais avait toujours gardé sa porte fermée à Julien, qu'il tenait au moins partiellement responsable. Julien arriva en fin d'après-midi, sous un ciel bas d'un gris uniforme. Il gara sa voiture devant la grille, hésita quelques secondes, puis descendit. Le jardin, autrefois soigneusement entretenu, était désormais envahi par les herbes folles. Une haie mal taillée bordait l'allée menant à la porte. Julien respira profondément avant de frapper. Il attendit, puis des pas se firent entendre derrière la porte, lents et traînants. Celle-ci s'ouvrit et Augustin apparut. Il avait vieilli, bien plus que Julien ne l'avait imaginé. Ses épaules s'étaient affaissées, ses traits étaient creusés, mais ses yeux vifs et accusateurs, n'avaient pas changé. « Julien Morel », dit-il sans surprise. « Il fallait bien que vous reveniez un jour. »« Bonjour, Augustin. Je sais que je ne suis pas le bienvenu, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je n'ai rien à entendre de vous. Vous êtes venu trop tard. Ma fille est morte et personne n'a jamais cherché à la retrouver sérieusement. Pas même vous. » Julien ne se défendit pas. Il ne chercha pas à se justifier. Il avait appris à reconnaître la souffrance derrière la colère, et il savait que rien ne se ferait sans patience. « Je vous en supplie, laissez-moi vous parler. Juste quelques minutes. »
Augustin le regarda longuement, puis se décala lentement pour le laisser entrer. L'intérieur de la maison n'avait pas changé. Les mêmes meubles en bois foncé, les mêmes tapis usés, les mêmes étagères pleines de livres philosophiques. Julien s'assit là où il s'était assis 10 ans plus tôt, dans un fauteuil rigide face à la cheminée éteinte. « Alors » lança Augustin, « qu'est-ce que vous venez me dire après tout ce temps ?» Julien sortit une enveloppe de sa sacoche. Il en tira la photo d'Eléa tenant le collier, puis une autre plus ancienne de Camille jeune. Il les posa sur la table basse. Elle s'appelle Eléa. Elle a environ 7 ans. Je l'ai rencontrée par hasard dans une boulangerie. Elle portait ce collier. Augustin s'empara de la photo, la porta près de son visage. Il ne dit rien pendant de longues secondes, mais sa main tremblait. Puis, il regarda Julien droit dans les yeux. Ce visage, c'est le même, Camille, à cet âge. Elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Julien acquiesça. Il expliqua tout. La découverte d'Eléa, les souvenirs de Colette, les objets retrouvés, les lettres, la maison des cèdres, les dossiers administratifs oubliés. Il raconta Camille enceinte, Camille effrayée, Camille silencieuse et disparue. Il parla du bracelet de naissance, du collier unique, de la photo retrouvée, et de sa conviction que cet enfant n'était pas le fruit d'un hasard. Augustin écoutait en silence, le dos droit, les yeux humides, fixés sur les images posées devant lui. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était voilée. J'ai su, au fond de moi, qu'elle ne s'était pas enfuie. Ce n'était pas son genre. Elle aurait laissé un mot, elle aurait prévenu. Mais personne n'a voulu me croire. Même la police m'a dit qu'elle était majeure, qu'elle avait le droit de disparaître. Et moi, j'ai attendu. Chaque jour, j'ai attendu. Julien sentit un serrement dans la poitrine. Il n'avait jamais compris à l'époque la solitude de cet homme. Il le comprenait maintenant. Augustin reprit « Vous avez une photo récente d'elle, de cet enfant ?» Julien sortit son téléphone, ouvrit une galerie d'images. Il montra une photo prise 2 jours plus tôt, dans le parc, où Eléa nourrissait des canards. Augustin la regarda longuement, puis tendit la main comme pour toucher l'écran. Elle a les mêmes yeux, et cette manière de pencher la tête. C'est elle. Il se leva lentement, alla chercher une boîte dans un tiroir du buffet. Il en sortit une lettre pliée avec soin. Il la tendit à Julien. Camille me l'a envoyée 1 semaine avant sa disparition. Je ne l'ai jamais montrée à personne. Julien l'ouvrit. Les mots de Camille, écrits à la main, étaient empreints d'un amour douloureux et d'une inquiétude sourde. Elle disait qu'elle devait faire un choix, qu'elle ne pouvait pas risquer de faire du mal à ceux qu'elle aimait, qu'elle espérait qu'un jour, la vérité serait connue, et qu'Eléa, si elle survivait, saurait qu'elle avait été aimée. Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. Augustin, lui, pleurait silencieusement, les épaules secouées de soubresauts. Il ne parlait plus. Il regardait la photo de sa petite fille, qu'il ne connaissait pas encore, mais qu'il reconnaissait déjà. « Je veux la voir, dit-il enfin. Juste une fois. Je veux lui parler, lui raconter sa mère, lui dire qu'elle n'a pas été oubliée. » Julien hocha la tête. Il savait que le moment venu, ce lien entre générations serait essentiel, pour Eléa, pour Augustin, pour lui-même aussi, car ils étaient désormais liés par cet enfant qui portait l'héritage d'un amour brisé mais intact, d'un passé douloureux et d'un avenir à reconstruire. Rien ne serait facile, mais pour la première fois depuis des années, il y avait un chemin. Et ce chemin passait par la vérité, par la reconnaissance, par la transmission. Julien sortit de la maison d'Augustin bouleversé, la lettre de Camille encore serrée dans sa poche. La réaction de l'homme l'avait profondément ému, bien plus qu'il ne l'aurait anticipé. Il comprenait maintenant que le silence, les années sans contact, n'avaient jamais été motivés par la haine, mais par une douleur trop immense pour être dite. Le père de Camille avait souffert tout autant que lui. Et à présent, tous deux, unis par cet enfant dont ils ignoraient tout jusqu'à récemment, devaient rassembler les morceaux d'un passé éparpillé. Julien n'était pas homme à croire au destin, mais ce qu'il vivait depuis plusieurs jours ressemblait à une main invisible qui le guidait vers une vérité plus vaste que lui. Il savait que ce qu'il avait découvert ne suffirait pas devant un tribunal ou les services sociaux s'il devait un jour faire reconnaître légalement la filiation avec Eléa. Il fallait des preuves concrètes, des traces administratives, médicales, tout ce que Camille avait pu laisser dans son sillage avant de disparaître. Il engagea donc, dès le lendemain, un détective privé, un homme nommé Laurent Bréval,
ancien enquêteur de la police judiciaire connu pour son efficacité discrète. Julien lui remit tous les éléments dont il disposait. La lettre de Camille, la photo du collier, les documents de la maison des Cèdres, le bracelet de naissance et surtout les témoignages de Colette et d'Augustin. Laurent Bréval commença immédiatement son travail. Il commença par interroger les anciens employés de la maison des Cèdres, retrouver les infirmières, les travailleurs sociaux, les assistantes de service social qui avaient pu croiser Camille ou enregistrer Eléa. Il visita également les hôpitaux publics autour de Lyon, particulièrement ceux proches de la gare de Perrache, lieu probable de l'accouchement ou de l'abandon de l'enfant. Peu à peu, les pièces du passé commencèrent à apparaître. Des documents administratifs oubliés, des noms de dossiers poussiéreux dans des caves d'archives, des signatures effacées, mais encore reconnaissables. Laurent retrouva notamment un certificat de naissance provisoire établi sous le nom Clémence J, née d'une mère non identifiée, dans une clinique aujourd'hui fermée du quartier de Confluence. Julien, lorsqu'il reçut la copie de ce certificat, resta longtemps à le contempler. Il tenait dans ses mains la preuve que Camille avait bel et bien donné naissance à une fille, en dissimulant son identité. Le prénom Clémence y figurait clairement. Il se rappela du bracelet retrouvé dans la boîte de Colette. La coïncidence n'en était pas une. Clémence Eléa. Le changement de nom avait probablement été fait ensuite, soit par l'administration, soit par Colette elle-même, dans le flou légal de l'abandon. Le dossier médical de la clinique confirmait que la mère avait refusé de donner son nom. Elle était arrivée seule, en pleine nuit, épuisée, demandant un accouchement rapide et discret. Elle était restée 2 jours après la naissance, puis avait quitté les lieux sans prévenir. L'enquête de Laurent ne s'arrêta pas là. Il poussa plus loin encore, interrogeant les assistantes sociales de l'époque, fouillant dans les fichiers des signalements d'enfants abandonnés, cherchant une trace du passage d'Eléa dans un foyer ou une structure d'accueil. Il retrouva la trace d'un orphelinat temporaire, qui, selon les archives, avait accueilli une petite fille abandonnée en bas âge, trouvée à proximité de la gare. Aucun nom ne figurait sur le registre, seulement une description approximative. Fille caucasienne, cheveux bruns, collier argenté autour du cou, mutique. Julien sentit une boule se former dans sa gorge, en lisant ces mots. Cette description ne pouvait concerner qu'une seule enfant. C'était Eléa. Ce passage dans l'orphelinat avait duré à peine 1 semaine. L'enfant, jugé calme, avait été confié à une accueillante bénévole, dont le nom apparaissait en toutes lettres dans le dossier, Colette Dumas. Le lien administratif était donc établi, même si aucun document ne reliait Eléa à Camille ou à Julien de manière formelle. Le système avait laissé cet enfant voguer dans l'ombre, sans suivi, sans enquête réelle. Une négligence institutionnelle tragique, mais qui maintenant, grâce à la ténacité de Julien, commençait à se rectifier. Julien contacta alors un avocat spécialisé en droit familial, maître Clément Rochefort, pour lui exposer la situation. Ce dernier fut d'abord sceptique. Sans test ADN, il était presque impossible d'établir une filiation. Mais l'ensemble des éléments présentés par Julien formait une base solide. Il lui conseilla de lancer sans attendre une procédure de reconnaissance, tout en préparant Eléa en douceur à cette possibilité. Le test ADN serait l'ultime validation, mais moralement, Julien savait déjà. Son sang ne mentait pas, son instinct non plus. Entre-temps, Julien continua de voir Eléa presque chaque jour. Il l'accompagnait parfois à l'école, l'attendait à la sortie, lui lisait des histoires le soir en présence de Colette qui, bien que toujours réservée, observait leur lien avec attention. Eléa semblait s'attacher de plus en plus à lui. Elle ne posait pas encore de questions directes, mais elle le regardait souvent avec cette intensité troublante, comme si elle cherchait, elle aussi, à comprendre quelque chose d'elle-même. Lorsqu'il lui parlait de Camille, elle l'écoutait avec un silence chargé. Il lui montra une photo d'elle jeune prise sur une plage de Bretagne. Eléa la prit, la garda longtemps entre ses mains. « Elle me ressemble un peu, dit-elle enfin. « Tu lui ressembles beaucoup, répondit Julien. Il ne voulait pas forcer les révélations. Il attendait le bon moment. Mais l'évidence était là de plus en plus forte, de plus en plus impossible à ignorer. Un soir, alors qu'il raccompagnait Eléa chez elle, elle lui prit la main sans rien dire. Ce geste simple, spontané, scella quelque chose entre eux. Julien sentit que le temps du doute était révolu. Maintenant venait le temps de la reconnaissance. Il n'était plus seulement un homme hanté par un amour perdu. Il était un père. Il le savait au plus profond de lui.
Et il ferait tout, absolument tout, pour que le monde le sache aussi. Julien n'aurait jamais cru que les objets les plus discrets puissent contenir des vérités plus puissantes que n'importe quel témoignage. Depuis plusieurs jours, il avançait dans cette enquête intime, collectant des pièces éparses, reliant des faits oubliés, rassemblant la mémoire effacée de Camille et les premiers pas d'Eléa. Et malgré toutes les preuves rassemblées, documents, photos, récits, quelque chose manquait encore. Une clé, un message direct, un mot de Camille, non destiné à l'administration, à son père ou à une structure d'accueil, mais à lui, à son absence, à leur lien interrompu. Il ne savait pas encore que cette clé allait lui être donnée par la seule femme qui, jusque-là, n'avait jamais cessé de veiller sur Eléa, Colette. Ce fut un matin calme. Julien, comme à son habitude, passa à l'appartement. Il apportait des viennoiseries et un livre pour enfants qu'il avait trouvé dans une librairie d'occasion, illustré de paysages marins. Eléa l'attendait avec impatience, comme à chaque visite. Elle le salua en courant, le prenant brièvement dans ses bras avant de retourner à ses dessins. Colette, elle, semblait plus silencieuse que d'ordinaire. Son regard était grave, comme si elle portait un poids qu'elle n'avait pas encore osé partager. Une fois Eléa occupée dans sa chambre, elle fit signe à Julien de la suivre dans le petit salon. Elle se pencha vers une étagère discrète, déplaça quelques livres usés et sortit une boîte en bois sombre, finement sculptée, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle la posa sur la table, resta un moment à la regarder, puis murmura « Je ne vous ai pas tout dit, pas par malveillance, par prudence. Cette lettre, je ne savais pas si je devais vous la montrer, mais maintenant, il le faut. » Julien sentit son cœur battre plus vite. Colette ouvrit la boîte et en sortit une enveloppe pliée en deux, jaunie par le temps, scellée mais fragile. Il la prit avec délicatesse. Son prénom était inscrit dessus à l'encre bleue, dans une écriture qu'il reconnut immédiatement. Camille. C'était sa main, sa manière unique de tracer les lettres, de faire ce petit crochet au J de Julien. Il déglutit, puis ouvrit la lettre. Les mots, dès les premières lignes, frappèrent en plein cœur. « Julien, si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose m'a trahi, ou que le temps a enfin révélé ce que je n'ai pas eu la force d'expliquer. J'aurais voulu tant de choses pour nous. J'aurais voulu t'annoncer cette grossesse en riant, dans notre salon, en posant ta main sur mon ventre. Mais la peur m'a volé ces moments. » Julien ferma un instant les yeux, les larmes menaçant de surgir. Il reprit « Je ne suis pas parti de gaieté de cœur. Un homme de mon passé que je croyais loin est réapparu. Il m'a suivi, menacé. Il savait que j'étais enceinte. Il a dit des choses que je ne peux pas écrire ici. Il me faisait peur, et je n'ai pas voulu que tu sois pris dans cette spirale. J'ai décidé de disparaître, de protéger notre fille. Oui, Julien, c'est ta fille. Elle s'appelle Clémence, mais je l'appelais Eléa en secret quand je lui chantais mes berceuses. Ce nom, c'était le mien pour elle, celui qui lui porterait chance. » Julien sentit ses mains trembler. Chaque mot confirmait ce qu'il savait déjà. Mais le voir écrit, le lire de sa main, c'était autre chose. C'était réel, irréfutable, vivant. Je voulais que tu la retrouves un jour, que tu suives les indices, que ton cœur se rappelle. Je n'ai pas pu te confier tout ça en face. Je n'étais plus forte. Je n'avais plus le choix. Alors j'ai confié Eléa à la bienveillance d'une inconnue, Colette. Elle avait ce regard honnête que les autres n'avaient pas. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai laissé qu'un collier et cette lettre que je ne lui ai jamais remise. Peut-être qu'elle l'a gardée. Peut-être qu'elle te la donnera un jour. Julien leva les yeux vers Colette, bouleversée. Elle hocha lentement la tête. Elle m'avait demandé de la garder au cas où, mais elle n'a jamais pu revenir. Et moi, je ne savais pas si c'était une illusion, une fuite, une ruse, jusqu'à ce que je vous voie. Et là, tout est devenu clair. Julien reprit sa lecture. Protège-la, Julien. Aime-la. Dis-lui que je l'ai toujours aimée. Même dans l'absence, même dans la peur. Elle est faite de toi, de moi, de notre été au bord de mer, de cette musique que tu écoutais en boucle. Elle est ce qu'il reste de nous. Prends soin d'elle comme tu aurais pris soin de moi. Camille. Julien posa la lettre, incapable de parler. Son monde venait de se renverser, mais pas dans le chaos. C'était une révolution silencieuse, une confirmation, une révélation tardive mais pleine d'amour. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, les mains sur le visage, puis il revint vers Colette. Cette lettre, c'est tout. C'est ce qu'il me manquait. Elle a voulu que je sache, et je sais maintenant. Colette le regarda avec tendresse.
Alors vous savez aussi ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Julien hocha la tête. Il savait. Il allait entamer la procédure pour obtenir la garde officielle d'Eléa. Il allait faire le test ADN, non pas pour lui-même, mais pour le monde, pour que tout devienne officiel. Il allait aussi raconter à Eléa toute cette histoire avec les mots justes, les gestes doux, la patience qu'elle méritait. Mais surtout, il allait l'aimer, comme Camille l'avait espéré, comme un père, comme un homme qui a perdu l'essentiel une fois et qui ne laissera jamais la vie lui arracher une seconde chance. Les jours qui suivirent la lecture de la lettre furent étaux pour Julien comme un vertige suspendu entre émotions brutes et volonté d'agir. Il avait enfin la voix de Camille, ses mots, son amour, sa peur. Il savait maintenant sans l'ombre d'un doute qu'Eléa était leur fille. Mais la vérité sentimentale ne suffisait pas dans un monde structuré par des procédures, des jugements et des papiers officiels. Il fallait maintenant affronter le réel avec des preuves solides, mener l'enquête à son terme pour que rien ne puisse jamais remettre en question ce lien. Julien s'engagea donc, avec l'aide de Laurent Bréval et Maître Rochefort, dans la dernière phase, celle de la reconstitution complète du parcours de Camille, depuis sa disparition jusqu'au moment où Eléa fut recueillie. Le premier élément qu'il fallait approfondir était la menace que Camille avait mentionnée dans sa lettre. Qui était cet homme? Quel était le lien avec son passé? Julien n'avait jamais connu d'antécédents violents dans la vie de Camille, mais elle lui avait parfois parlé, par bribes, d'une relation antérieure à la leur, une relation trouble, possessive, qu'elle avait fuie. À l'époque, Julien n'avait pas insisté. Elle semblait vouloir tourner la page. Il n'avait pas voulu rouvrir une blessure. Aujourd'hui, il regrettait ce silence. Bréval retrouva dans un ancien téléphone de Camille, récupéré par Augustin dans une vieille boîte de rangement, plusieurs messages enregistrés sur un ancien compte. Ils provenaient d'un numéro inconnu dont l'origine fut difficile à tracer, mais certains messages étaient explicites. Menaces à peine voilées, demandes insistantes, reproches jaloux. L'homme semblait connaître ses habitudes, ses déplacements, ses fréquentations. Il l'accusait d'avoir détruit sa vie, parlait d'un enfant et qui ne lui serait jamais enlevé, et terminait parfois ses messages par un « on se reverra » glaçant. Julien écouta chaque mot avec une rage silencieuse. Il comprenait à présent l'urgence de Camille, sa fuite, son silence. Elle avait été traquée, piégée dans une spirale de peur qu'il n'avait pas su voir. En croisant les données téléphoniques, l'adresse IP de certains messages et des témoignages anciens, Bréval parvint à identifier un nom, Jérémie Duhamel, ancien compagnon de Camille, fiché pour violence conjugale, placé sous surveillance dans une affaire classée sans suite plusieurs années auparavant. Il avait disparu des radars depuis. Aucun domicile fixe, aucun travail déclaré. Il vivait probablement en marge, de petits trafics ou de jobs clandestins. Julien comprit alors que la disparition de Camille n'était pas une simple fuite de responsabilité. C'était un acte de survie. Parallèlement, Julien intensifia ses démarches officielles. Avec la lettre de Camille, le dossier de naissance de Clémence, les témoignages de Colette et Augustin, il lança une procédure de reconnaissance de paternité auprès du tribunal. Maître Rochefort insista sur l'importance de compléter ce dossier par un test ADN. Julien accepta sans hésitation. Il savait que les preuves biologiques allaient confirmer ce que son cœur avait déjà reconnu. Le jour du prélèvement, Julien accompagna Eléa dans un petit laboratoire discret de la presqu'île. Il lui avait expliqué la démarche avec des mots simples, sans brutalité. Elle avait accepté, curieuse, confiante, sans poser de questions gênantes. Elle tenait sa main tout le long, sans lâcher prise. Le médecin préléva un échantillon buccal à chacun, enregistrant les identités sans émotion apparente. Le résultat mettrait quelques jours à arriver. Julien n'avait pas peur. Il n'y avait plus rien à douter. En attendant les résultats, Julien retourna voir Augustin. Il lui montra la lettre. Le vieil homme la lut avec des mains tremblantes, puis la serra contre lui comme s'il avait enfin retrouvé une partie de sa fille. Il pleura longuement, sans honte, en silence. Il demanda à revoir Eléa. Julien accepta. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un parc, au bord de la Saône. La rencontre fut simple. Augustin s'assit sur un banc. Eléa s'approcha, d'abord timide, puis curieuse. Ils parlèrent de choses simples, des oiseaux, des arbres, des livres. Mais une complicité naissante flottait dans l'air. Le lien du sang, même invisible,
avait déjà commencé à se tisser. Puis, une nouvelle pièce du puzzle surgit de manière inattendue. Une infirmière à la retraite, que Bréval avait retrouvée grâce à un ancien registre de la Maison des Cèdres, accepta de le rencontrer. Elle se souvenait de Camille, précisément. Elle se souvenait d'une jeune femme amaigrie aux gestes nerveux, toujours sur le qui-vive. Elle se souvenait de la naissance de l'enfant, des nuits sans sommeil, des pleurs discrets. Et surtout, elle se souvenait d'un détail capital. Le jour du départ de Camille, une voiture l'attendait à l'extérieur. Pas un taxi, pas un ami. Un homme qui ne sortit jamais de l'ombre. Elle l'avait aperçu brièvement, à travers les vitres teintées. Camille était montée seule, l'air résigné. L'infirmière avait toujours eu un doute. Elle n'avait jamais osé le signaler. Julien sentit la colère remonter. Cet homme, Jérémie, avait peut-être retrouvé Camille, l'avait obligée à le suivre, l'avait réduite au silence. Était-elle encore en vie lorsqu'elle laissa Eléa près de la gare? Avait-elle tenté de revenir? Avait-elle été empêchée? Ces questions, pour l'instant, restaient sans réponse. Mais le dossier s'épaississait. Et chaque nouvel élément confortait Julien dans son devoir de tout faire pour honorer la mémoire de Camille. Lorsque les résultats ADN arrivèrent enfin, Julien les ouvrit seul, dans le silence de son bureau. Il lut la phrase centrale d'une traite. Compatibilité de filiation confirmée à plus de 99,9%. Il ferma les yeux. Ce n'était plus une intuition. C'était un fait. Eléa était sa fille. Biologiquement, officiellement, irréversiblement. Il se rendit immédiatement chez Colette. Eléa était dans sa chambre, lisant un livre qu'il lui avait offert quelques jours plus tôt. Il s'agenouilla à côté d'elle, lui prit la main et murmura « Eléa, je dois te dire quelque chose de très important. Tu es ma fille, et je suis ton père. » Elle le regarda longuement, puis elle sourit, simplement, comme si elle le savait déjà. Elle se blottit contre lui, sans un mot. Et dans ce silence, Julien comprit que toutes les preuves du monde n'avaient jamais été aussi puissantes que ce simple geste. Une fois les résultats du test ADN confirmés, un sentiment de paix fragile envahit Julien. Mais cette paix n'était qu'apparente. Il restait encore une faille ouverte, un gouffre de silence autour du destin final de Camille. La lettre, les témoignages, les documents retrouvés. Tout confirmait qu'elle avait disparu volontairement pour protéger Eléa. Pourtant, aucune trace n'avait permis de déterminer ce qui lui était arrivé après cette nuit où elle avait confié l'enfant à la vigilance de Colette. Julien, obsédé par l'idée de clore ce chapitre avec dignité, décida de pousser ses recherches jusqu'à leur limite. Il ne pouvait pas construire un avenir pour Eléa sans offrir à sa mère le respect d'une mémoire complète, sans abandonner son histoire dans les interstices de l'oubli. Avec l'aide de Bréval, il relança une investigation centrée sur les mois qui suivirent la naissance d'Eléa. Plusieurs pistes avaient déjà été explorées, mais il en existait une, marginale, à peine mentionnée dans les archives, qui éveilla la curiosité de l'enquêteur. Un registre de la sécurité sociale indiquait un passage de Camille dans une petite clinique rurale située à près de 100 km de Lyon, dans un village nommé Saint-Martin-des-Champs. Le document était partiel, mais le nom, bien que mal orthographié, correspondait à une possible variation du sien. Il n'y avait pas d'adresse, seulement une date de consultation et le code d'un médecin traitant. Julien décida d'y aller en personne. La route était sinueuse, bordée de collines paisibles et de champs jaunis par le soleil tardif. Le village était minuscule, à peine quelques rues, une église, un café, une épicerie. Il trouva rapidement la clinique. Elle avait fermé il y a 4 ans, mais une partie du bâtiment avait été reconvertie en cabinet infirmier. Une femme dans la soixantaine y travaillait, nommée Madame Aurélie Vautrin. Lorsqu'il prononça le nom de Camille, elle pâlit légèrement, puis lui demanda de patienter. Quelques minutes plus tard, dans une petite pièce au mur crème, elle raconta ce qu'elle savait. Camille était arrivée un matin, faible, amaigrie, mais déterminée. Elle souffrait de complications liées à un accouchement récent, mal suivi. Elle n'avait pas de papier, avait donné un nom inventé, mais l'infirmière se souvenait de ses yeux, de sa voix, de son silence douloureux. Elle avait parlé peu, sauf d'une chose, sa fille. Elle avait répété qu'elle voulait qu'on protège son enfant, qu'elle voulait s'assurer qu'elle serait en sécurité. Elle semblait fuir quelque chose, ou quelqu'un. Elle parlait d'un homme dangereux, d'une promesse non tenue, d'une menace persistante.
Julien l'écoutait sans l'interrompre, chaque mot frappant en lui comme une onde de choc. « Et que s'est-il passé ensuite » demanda-t-il, la voix basse. « Elle a été transférée » répondit Aurélie Vautrin. « Son état s'était aggravé. Nous l'avons envoyée dans une structure hospitalière spécialisée, à Bourg-en-Bresse, mais elle n'est jamais arrivée, officiellement du moins. Les papiers ont été signés, mais le véhicule ne l'a jamais déposée à destination. Nous avons signalé la disparition. Personne n'a enquêté. » Julien sentit la colère monter. Ce transfert avorté, cette disparition dans un no man's land administratif. Cela confirmait ses pires craintes. Camille avait disparu entre deux institutions comme si elle s'était évaporée. Il demanda les noms des ambulanciers. La clinique ne les avait pas notés. Il contacta l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Aucune trace d'admission ce jour-là à son nom ou à celui utilisé pour la couverture. Une impasse. Mais Bréval, inlassable, identifia une piste grâce à un ancien registre de transport médical. Un nom revint, Lionel Gaultier, un chauffeur à l'époque employé par une entreprise de transport sanitaire depuis disparu. Retrouvé dans un village voisin, l'homme avait quitté la profession depuis longtemps. Lorsqu'on lui montra une photo de Camille, il baissa les yeux. « Oui, je me souviens d'elle. C'était une nuit de pluie. Je devais la déposer à Bourg, mais en chemin, elle s'est effondrée, elle perdait du sang. Je n'avais pas le droit, mais j'ai bifurqué vers une clinique privée où j'avais des contacts. À l'époque, certaines urgences ne posaient pas trop de questions. Et ensuite, elle est morte en salle d'opération. Ils m'ont dit qu'elle avait tenu jusqu'au dernier moment en demandant une chose. Protéger ma fille. Dites-lui que je l'aimais. Ils ne l'ont pas enregistré. Ils m'ont dit que ce serait plus simple pour moi, que je n'aurais pas d'ennui. Je n'ai rien dit à personne depuis. » Julien resta figé. Ces mots, si simples, étaient la conclusion d'un long silence. Camille était morte seule, loin de tous, dans une structure sans nom, entre deux établissements, sans qu'aucun système ne la reconnaisse. Mais elle était restée fidèle à sa promesse. Jusqu'au dernier souffle, elle avait pensé à Eléa. Il demanda l'adresse de cette clinique, qui existait toujours. Il s'y rendit, parla au directeur, présenta les éléments, les témoignages. Après plusieurs heures de discussion, on lui remit, hors de tout protocole, un dossier médical non classé. Camille y figurait sous un pseudonyme, mais avec une note manuscrite, a évoqué un bébé, veut qu'il soit à l'abri, pas de famille contactée. Elle avait été enterrée anonymement, dans un carré réservé au sans-nom. Julien visita le cimetière. Une simple plaque, inconnue, décembre. Il s'agenouilla. Il resta là longtemps. Ce soir-là, il écrivit une lettre à Eléa. Pas pour lui annoncer tout cela immédiatement, mais pour le jour où elle serait prête. Il y glissa les mots de Camille, ceux que lui avaient rapportés les soignants, ceux de la lettre retrouvée. Il lui raconta son courage, sa solitude, sa détermination à survivre assez longtemps pour la sauver. Puis il rentra à Lyon. Il serra Eléa dans ses bras, plus fort que jamais. Il savait maintenant. Il avait tous les fragments. Camille n'était plus une absente sans trace. Elle avait existé jusqu'au bout, elle avait aimé, elle avait combattu. Et dans ce combat, elle avait offert à leur fille une seconde vie. Julien, désormais, en serait le gardien. Rien, jamais, ne serait oublié. Les démarches administratives, souvent perçues comme lentes et impersonnelles, prenaient une autre dimension lorsque l'enjeu était une vie, un lien de sang, une promesse faite à une femme disparue. Julien, désormais armé de la lettre de Camille, du test ADN et des témoignages formels, se lança dans la procédure de reconnaissance de paternité avec une résolution presque guerrière. Il n'était plus question d'hésitation. Chaque document déposé, chaque rendez-vous pris, chaque signature apposée était un acte de justice envers Camille, un geste d'amour pour Eléa. Le dossier était solide, inattaquable. Mais Julien savait que le système, même face à l'évidence, exigeait des délais, des audiences, des analyses. Il s'y plia avec patience, conscient que le moindre faux pas pouvait ralentir ce qui devait être irréversible, faire d'Eléa, juridiquement, sa fille. Maître Rochefort, son avocat, assura la coordination avec les services de l'état civil et le tribunal de grande instance de Lyon. La requête fut déposée avec un mémoire complet, appuyé par toutes les pièces justificatives, les archives médicales, les lettres, les photographies, les résultats ADN, les témoignages signés de Colette et d'Augustin, ainsi que les éléments de l'enquête menée par Bréval.
Julien dut se présenter à une audience devant un juge aux affaires familiales. Il y alla seul, vêtu sobrement, sans excès. Il ne voulait pas apparaître comme l'homme d'affaires puissant, mais comme un père. Un homme revenu trop tard, certes, mais décidé à réparer, à construire, à protéger. Lors de l'audience, il parla avec sincérité. Il raconta comment il avait retrouvé Eléa, le choc du collier, la ressemblance troublante, la découverte progressive de la vérité. Il ne joua pas sur l'émotion. Il se contenta de dire la vérité. Le juge, un homme d'âge mûr, écouta attentivement, consulta les documents, puis demanda « Monsieur Morel, vous comprenez que reconnaître un enfant a des conséquences lourdes, droits, devoirs, responsabilités, ce n'est pas un acte symbolique. C'est un engagement juridique et humain. » Julien hocha la tête. « Je le sais, monsieur le juge, et je suis prêt à assumer tout ce que cela implique. Je n'ai pas été là au début de sa vie. Je n'ai pas eu le choix. Mais je serai là pour tout ce qui viendra. » L'audience fut close après 45 minutes. Le juge annonça qu'il rendrait sa décision sous 15 jours, le temps d'étudier les pièces. Julien quitta la salle avec une impression étrange. Le poids de l'attente, mêlé à la conviction d'avoir fait tout ce qui était en son pouvoir. À l'extérieur, Colette et Eléa l'attendaient. Il ne leur parla pas tout de suite des détails. Il préféra proposer un goûter, une promenade au bord du Rhône. Eléa courait devant, insouciante, rieuse. Julien et Colette marchaient côte à côte, silencieux. Il sentit alors que cette femme, qu'il avait d'abord perçue comme une gardienne froide, était devenue une alliée. Une partie de cette nouvelle famille qui se construisait lentement. Une semaine plus tard, le courrier officiel arriva. Julien le décacheta lentement, assis dans le salon de son appartement, seul. Le tribunal reconnaissait Eléa comme sa fille biologique et lui accordait la garde légale, avec l'accord de Colette, qui avait demandé à rester impliquée comme soutien familial. Julien posa la lettre sur la table, ferma les yeux. Il aurait voulu que Camille soit là pour voir cela, pour comprendre que sa peur n'avait pas été vaine, que sa fille ne serait plus jamais seule. L'information se répandit rapidement dans les cercles sociaux lyonnais. Julien Morel, figure publique, se retrouvait soudainement père d'une fillette retrouvée dans une boulangerie. Les médias s'emparèrent brièvement de l'affaire. Quelques articles parurent dans les journaux locaux titrant sobrement « Julien Morel, un père retrouvé, une enfant sauvée du silence ». Julien refusa toute interview. Il voulait préserver Eléa. Il la protégea de l'agitation médiatique avec fermeté. Les écoles furent prévenues, les enseignants informés. Tout fut fait pour que sa transition vers une vie normale se fasse en douceur. Eléa, elle, semblait s'épanouir jour après jour. Elle dormait mieux. Elle posait des questions sur sa mère, auxquelles Julien répondait avec douceur, sans jamais édulcorer. Il lui montra la lettre de Camille, lui lut certains passages, laissa les plus lourds pour plus tard. Elle écoutait en silence, puis posait sa tête sur son épaule. Elle semblait comprendre plus qu'il ne l'aurait cru. Un jour, elle demanda « Est-ce qu'elle me voyait quand je rêvais ?» Julien, touché, répondit « Je crois qu'elle a toujours été là, quelque part, dans ton rire, dans tes silences. Elle t'a protégé de tout ce qu'elle ne pouvait pas combattre. » Il y eut aussi le moment hautement symbolique où ils allèrent ensemble à la mairie pour faire changer officiellement les documents d'identité d'Eléa. Son nom devenait Eléa Morel. Une signature, un tampon, et soudain elle existait dans les registres avec une filiation complète. Julien la regarda écrire son nom, concentré, la langue tirée légèrement sur le côté, comme le faisait Camille. Il sourit. Peu après, Julien invita Augustin à dîner chez lui. Ce fut un repas simple, sans protocole. Le vieil homme s'était radouci. Il parlait d'art, de littérature, de souvenirs. Eléa l'écoutait avec fascination. À la fin du repas, elle lui tendit un dessin. Lui et elle, main dans la main sous un arbre. Julien en face, souriant. Augustin, les yeux humides, le glissa dans la poche intérieure de sa veste sans dire un mot. Julien se tenait souvent la nuit devant la fenêtre de sa chambre, observant la ville. Tout avait changé. Il avait retrouvé une part de lui qu'il croyait à jamais perdue. Il était père, non par un acte biologique seul, mais par choix, par engagement, par amour. Il n'avait pas simplement comblé une absence. Il avait ouvert une route nouvelle, où la mémoire de Camille n'était plus douleur mais force. Eléa était là. Elle vivait, elle grandissait, et il serait là, chaque jour, pour la guider. Les jours passèrent, puis les semaines, et la vie reprit un rythme différent, mais apaisé.
Julien, désormais reconnu officiellement comme père d'Eléa, prenait chaque décision avec elle au centre de ses pensées. Les choix professionnels, les rendez-vous, les priorités, tout s'ajustait désormais à cette nouvelle réalité. Il n'était plus un homme seul au sommet d'un empire technologique, mais un père. Et ce rôle, bien qu'inédit, s'imposa comme une évidence, une vocation tardive mais naturelle. Il comprit très vite que le véritable défi ne résidait pas dans les tribunaux ou les démarches légales, mais dans le quotidien. Offrir à Eléa non seulement sécurité et confort, mais aussi une structure, une routine, un avenir stable. Il décida de réorganiser sa vie professionnelle. Habitué aux déplacements fréquents entre les capitales du monde, il refusa désormais toute mission à long terme à l'étranger. Il conserva son siège au conseil de direction de sa société, mais délégua la majorité des opérations quotidiennes à une équipe qu'il forma soigneusement. Ce qui comptait désormais, c'était de construire une présence, pas une performance. De consacrer du temps à Eléa, pas au tableau de bord. Dans cette logique, il acheta une maison à proximité de l'appartement de Colette, dans le même quartier populaire où Eléa avait grandi. Pas un manoir luxueux, mais une maison à 2 étages, avec un jardin modeste, des arbres fruitiers et surtout de la lumière. Il voulait qu'Eléa reste proche de ses repères, de ses amis de l'école, de la boulangère qui la reconnaissait chaque matin. Il voulait lui offrir une transition douce, sans rupture brutale. Elle l'aida à choisir la couleur des murs, à planter des fleurs, à installer des étagères pour ses livres. Dans sa chambre, elle disposa les dessins qu'elle avait réalisés ces derniers mois. Une grande fresque de sa famille, avec Camille flottant dans les nuages, elle-même au centre, et Julien la tenant par la main. Elle accrochait aussi des photos, l'une avec Colette, une autre avec Augustin, et celle préférée où Julien riait pendant qu'elle lui jetait de la farine lors d'un atelier pâtisserie improvisé. Eléa commença à fréquenter une nouvelle école, choisie pour sa pédagogie douce, son approche centrée sur le bien-être émotionnel. Julien prit soin de rencontrer l'équipe enseignante, d'expliquer la situation avec délicatesse, sans entrer dans les détails les plus sensibles. Eléa s'adapta rapidement. Elle montra une curiosité vive, une capacité d'attention rare et une envie d'apprendre qui surprit même les enseignants. Elle parlait peu de son passé, mais lorsque l'occasion se présentait, elle mentionnait sa mère avec des mots simples. Elle m'aimait très fort, mais elle a dû partir. Ces mots, Julien les avait lus, entendus, ressentis, et chaque fois qu'Eléa les prononçait, il savait que Camille avait réussi. Malgré tout, Julien instaura des rituels. Le mercredi après-midi était réservé à une activité qu'Eléa choisissait. Cinéma, musée, pique-nique, peinture, promenade en forêt. Le dimanche matin, ils allaient ensemble au marché où elle choisissait les fruits. Le soir, après le dîner, ils lisaient toujours une histoire. Parfois, c'était Julien qui lisait, parfois Eléa. Il l'écoutait buter sur les mots avec patience, la corrigeait doucement, la félicitait. Il redécouvrait des classiques de la littérature jeunesse avec un regard neuf. Et chaque soir, avant de dormir, elle lui demandait « Tu restes là, hein? Tu ne t'en vas pas ?» Et chaque fois, il lui répondait « Je suis là pour toujours ». La relation avec Colette ne s'effaça pas pour autant. Elle venait souvent dîner, passait du temps avec Eléa, gardait même la fillette lorsque Julien devait s'absenter quelques heures. Elle était devenue une sorte de grand-mère choisie, une présence discrète mais constante. Julien la respectait profondément, conscient que sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Elle avait été le pilier invisible de la survie d'Eléa, la gardienne d'une vie que tout menaçait d'engloutir. Augustin aussi reprit une place dans cette nouvelle configuration familiale. Il venait certains week-ends, apportant des livres anciens, racontant des anecdotes sur Camille, jouant aux échecs avec Eléa qui apprenait les règles avec enthousiasme. Julien le regardait parfois s'émouvoir, posait la main sur l'épaule de l'enfant et comprenait que ses gestes, ses mots, étaient autant de réparations tardives, autant de ponts jetés au-dessus du vide laissé par la disparition de Camille. Un jour, Julien emmena Eléa au bord de la mer, la même plage où des années auparavant, il avait passé une semaine inoubliable avec Camille. Il lui montra les rochers où ils s'étaient embrassés pour la première fois, la cabane de pêcheurs où ils avaient repassé une nuit à écouter le ressac. Il lui raconta cette femme qu'il avait aimée, non comme une légende, mais comme une vérité simple, ancrée dans la mémoire du sable et du vent. Eléa écouta en silence, puis ramassa une pierre plate, la garda dans sa poche. « Pour se souvenir, dit-elle. » Julien sourit.
Elle comprenait tout, même ce qu'il ne disait pas. Dans cette nouvelle vie, il y avait des jours plus durs que d'autres, des moments de fatigue, de doute, d'impatience, mais il n'y avait plus ce vide qui le hantait autrefois. Il y avait Eléa, présente, vivante, curieuse, et dans ses yeux, Julien voyait parfois l'ombre douce de Camille, comme un reflet lointain, une présence bienveillante. Il savait que leur histoire n'était pas celle d'un miracle, mais celle d'une réconciliation entre les vivants et les absents, entre les blessures et les choix. Il n'avait pas retrouvé Camille, mais il avait retrouvé ce qu'elle avait de plus précieux. Et désormais, chaque jour était un hommage silencieux à cette femme qui avait tout donné pour que leur fille vive. Le temps s'était écoulé sans bruit, comme ces rivières tranquilles qu'on oublie de regarder mais qui sculptent le paysage à force de patience. Cela faisait maintenant plusieurs mois que Julien et Eléa partageaient une vie réinventée, tissée d'habitudes nouvelles, de souvenirs construits au présent, de regards échangés sans mots mais pleins de certitude. Il y avait encore parfois des moments de silence chargés, des soirs où Eléa, assise sur les marches du perron, regardait le ciel sans dire un mot, comme si elle attendait une réponse. Mais elle ne semblait plus perdue. Elle était enracinée, entourée, aimée. Julien, lui, n'était plus le même homme. Il avait retrouvé une forme de densité intérieure, une attention au monde qu'il avait mise en veille durant des années. Il ne courait plus après les projets ambitieux ni les succès éclatants. Il avait compris que l'essentiel se trouvait là, dans le quotidien, dans l'ordinaire redonné à sa valeur première. Eléa l'avait ramené à l'essence même de l'existence, la tendresse, la confiance, la persévérance. Il ne se projetait plus dans un futur lointain. Il vivait pleinement chaque jour avec la conscience que rien ne devait être tenu pour acquis. Ce matin-là, alors que l'air était encore frais malgré les premières lueurs du printemps, Eléa descendit les escaliers en courant. « Tu sais, papa, on n'est jamais retourné là-bas, » dit-elle d'un ton mi-innocent, mi-espiègle. « Où ça, là-bas ?»« Là où je t'ai vu la première fois. » « La boulangerie. » Julien resta silencieux quelques secondes. Le souvenir de ce jour précis revint comme un écho intense. La lumière traversant la vitrine, l'odeur du pain chaud, le choc silencieux de ce mot « papa », lancé par une enfant inconnue. Il sourit. « Tu as raison. On devrait y retourner. » Ils se préparèrent, sans précipitation. Julien enfila une chemise claire, une veste de laine fine. Eléa mit une robe bleue qu'elle aimait particulièrement, avec des bottines rouges éraflées qu'elle refusait d'abandonner. Ils descendirent, main dans la main, prirent le tramway ensemble, riant de petits riens, jouant à deviner les métiers des passants. Lorsqu'ils arrivèrent devant la boulangerie, rien n'avait changé. La façade vieillotte, les lettres décolorées, la clochette familière à l'entrée. Pourtant, pour Julien, tout était différent. Ils poussèrent à la porte. Un tintement discret, puis cette odeur familière de pâte levée, de sucre chaud, de beurre fondu. La boulangère, la même que ce jour-là, leva les yeux et les reconnut aussitôt. Son visage s'éclaira d'un sourire sincère. « Tiens donc, voilà mes 2 miracles du petit matin. » Eléa courut au comptoir, scruta les vitrines pleines de croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes. Elle pointa du doigt un croissant doré, puis se tourna vers Julien. Celui-là, comme la première fois. Julien commanda 2 croissants, 2 chocolats chauds. Ils s'installèrent à la même table près de la fenêtre. Eléa croqua dans sa viennoiserie avec la même application qu'autrefois. Julien, lui, observait la scène, cette boucle bouclée, ce retour à l'origine. « Tu sais ce que j'ai pensé ce jour-là » demanda-t-il doucement. « Non. Quoi ? Que tu étais un rêve, une sorte d'apparition, et que si je te touchais, tu allais disparaître. Et maintenant ?» Julien tendit la main, la posa sur celle d'Eléa. « Maintenant, je sais que tu es bien réel, que tu es là, et que je ne veux plus jamais vivre un jour sans te voir. » Elle ne répondit pas. Elle sourit. Son sourire avait changé au fil des mois. Il n'était plus triste, ni incertain. Il était lumineux, sûr. Elle savait qu'elle avait trouvé sa place. Et Julien, en la regardant, sut que lui aussi, après tant d'années d'errance intérieure, avait enfin trouvé la sienne. Ils passèrent encore un moment à discuter, à observer les passants, à se rappeler les débuts. La boulangère vint à leur table avec une petite boîte. « Tenez, un petit cadeau pour vous deux. Vous avez ramené quelque chose ici que personne n'oubliera. » Dans la boîte, un petit pain décoré d'un cœur de sucre, avec les lettres ENJ tracées à la main. Julien remercia la boulangère, ému. Il savait que ces symboles simples
avait désormais une force inestimable. Sur le chemin du retour, Eléa demanda « Tu crois qu'elle nous voit, maman ?» Julien mit quelques secondes à répondre. Il regarda le ciel, limpide, puis baissa les yeux vers sa fille. « Oui, et je crois qu'elle est fière de toi. Très fière. Elle t'a porté jusqu'ici. Et maintenant, c'est à moi de continuer. » Eléa serra sa main un peu plus fort. Ils marchèrent sans hâte, sans parole. Ils n'avaient plus besoin de se dire grand-chose. Ils savaient. Tout était là, dans ce silence partagé, dans cette complicité née de la douleur, de la vérité retrouvée, de l'amour transmis. Lorsque la maison apparut au bout de la rue, Julien sentit une paix rare l'envahir. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. Une histoire faite de jours ordinaires, de gestes tendres, de promesses tenues. Et dans ce quotidien reconstruit, chaque croissant partagé, chaque regard échangé, chaque matin silencieux devenait un hommage. À Camille, à la mémoire, à l'amour, à la vie.